Mon frère a emmené ma femme à Las Vegas après avoir gagné à la loterie pendant que je soignais notre père mourant, ils se sont moqués de moi et m'ont brisé le cœur. Je m'appelle Sébastien et tout a commencé quand nous étions adolescents, mon frère Andrés et moi, dans les couloirs d'un lycée typique de notre ville. Nous étions deux enfants normaux. J'étais l'aîné d'un an, toujours un peu plus sérieux, plus concentré. Andrés, en revanche, était l'âme de la fête, celui qui avait toujours un sourire malicieux et une idée folle en tête. Nous nous entendions bien, comme des frères qui partagent tout, jeux vidéo, bagarre pour la télécommande, blague à table. Mais il y avait quelque chose chez Andrés qui, avec le temps, est devenu une ombre qui le suivait partout, son obsession pour le jeu. À l'école, pendant la récréation, les garçons se réunissaient dans un coin de la cour, derrière les salles de classe, où les professeurs n'allaient généralement pas. Là, avec quelques jeux de cartes usés, ils jouaient au poker. Ce n'était rien de sérieux au début, des paris avec des pièces de faible valeur, des bonbons ou même des devoirs que quelqu'un promettait de faire pour un autre. Je me joignais de temps en temps, plus par curiosité que par passion. J'aimais le frisson du jeu, les calculs rapides dans ma tête, l'adrénaline de gagner une main. Mais pour moi, ce n'était que ça, un jeu. J'économisais toujours un peu d'argent pour acheter une glace ou pour quelque chose que je voulais vraiment, comme de nouveaux écouteurs ou une sortie avec mes amis. Andrés, en revanche, ne pouvait pas s'arrêter. Pour lui, le poker n'était pas un passe-temps, c'était une nécessité. Ses yeux brillaient quand il mélangeait les cartes et son rire devenait plus aigu quand il gagnait une main. Mais quand il perdait, ce qui arrivait plus souvent qu'il ne l'admettait, son visage se transformait, il devenait tendu, serrait la mâchoire et disait toujours la même chose, « La prochaine fois, je récupérerai tout ». Au début, les autres garçons riaient, mais avec le temps, ils ont commencé à le regarder avec un mélange de pitié et de prudence. Je n'ai pas réalisé à quel point c'était grave jusqu'à ce qu'il commence à sécher les cours. Un après-midi, alors que nous avions environ 16 ans, je l'ai vu se faufiler hors de l'école à l'heure du déjeuner. Je l'ai suivi, pensant qu'il allait peut-être acheter quelque chose au magasin du coin, mais non. Je l'ai vu entrer dans un endroit sombre, une sorte de bar miteux que nous savions tous être une façade pour des choses pas très légales. Quand j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, il y avait Andrés, assis à une table avec des hommes 2 fois plus âgés que lui, une cigarette à la bouche et une pile de billets devant lui. Il jouait au poker, mais pas comme à l'école. C'était sérieux. Et l'air de cet endroit sentait les ennuis. Ce soir-là, quand nous sommes rentrés à la maison, je l'ai confronté dans notre chambre. « Qu'est-ce que tu fous, Andrés ? Tu te lances sérieusement dans ce genre de truc ?» Il a juste ri, comme si j'étais un enfant qui ne comprenait pas le monde. « Détends-toi, Seba, c'est juste un jeu. Si je gagne, j'aurai de l'argent pour tout ce que je veux. Tu n'en as pas marre d'économiser chaque centime comme un vieil homme. » Ces mots m'ont blessé, mais j'étais plus inquiet de la façon dont il parlait, comme s'il ne voyait pas le danger. Les choses ont empiré avec le temps. Andrés a commencé à rentrer tard, les yeux rouges et l'haleine d'alcool. Parfois, il empruntait de l'argent à nos parents, disant que c'était pour un projet scolaire ou pour des livres. Mais je savais la vérité. Une nuit, je l'ai vu vérifier le tiroir où ma mère gardait ses économies. Quand je l'ai surpris, il m'a regardé comme un animal acculé. « Ne dis rien, Seba, s'il te plaît. Je jure que je le rembourserai. » Je n'ai rien dit à mes parents. Non pas parce que je voulais le protéger, mais parce que je ne voulais pas leur briser le cœur. Mais c'était la première fois que je sentais que mon frère, celui avec qui j'avais partagé tant de rires, devenait quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quand mes parents ont finalement découvert la vérité, ce fut un désastre. Ils ont trouvé une dette dans une maison de jeu illégale au nom d'Andrés. Ce n'était pas une somme énorme, mais pour notre famille, qui vivait des salaires de 2 professeurs, ce fut un coup dur. Mon père a pleuré pour la première fois devant nous. Non pas de tristesse, mais de colère. Ma mère, en revanche, est restée silencieuse, regardant Andrés comme si elle cherchait l'enfant qu'il était autrefois. Ils l'ont emmené en thérapie chez un psychologue spécialisé dans les addictions. Au début, Andrés a résisté, disant qu'il n'avait pas besoin d'aide, que tout le monde exagérait. Mais avec le temps, les séances ont semblé fonctionner. Il a cessé de disparaître la nuit, il a souri à nouveau comme avant et il a même commencé à parler de projets d'avenir, comme aller à l'université et trouver un bon travail. Quand nous avons commencé l'université, j'ai pensé que le pire était passé. Andrés et moi étudions des matières différentes, mais nous partagions le même groupe d'amis et sortions ensemble le week-end.
Les fêtes étaient notre échappatoire, musique forte, bière fraîche et conversation qui duraient jusqu'à l'aube. C'est à l'une de ces fêtes que tout a changé, où j'ai rencontré Fernanda. Je l'ai vue entrer avec Andrés, qui l'a présentée comme une amie d'un de ses cours. Fernanda était le genre de personne qui ne passe pas inaperçue. Ce n'était pas seulement sa beauté, bien que cela soit indéniable, de longs cheveux noirs, des yeux qui semblaient voir à travers vous et un sourire qui vous faisait oublier le reste du monde. C'était son énergie, la façon dont elle parlait avec confiance, comme si elle savait toujours exactement quoi dire. Je me suis approché d'elle ce soir-là et nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a dit qu'elle étudiait le graphisme, qu'elle adorait voyager et qu'elle rêvait de vivre dans une grande ville, pleine de lumière et d'opportunités. Moi, qui avais toujours été plus réservé, je me suis surpris à lui dire des choses que je n'avais dites à personne, comme ma peur de décevoir mes parents ou mon rêve d'avoir une famille un jour. Ce soir-là, j'ai su que je voulais la revoir. Mais j'ai aussi remarqué autre chose, la façon dont Andrés la regardait. Ce n'était pas seulement de l'admiration, c'était quelque chose de plus intense, presque possessif. Et quand il m'a vu lui parler, son sourire s'est estompé une seconde et il lui a pris la main pour danser, la séparant de moi. Les jours suivants ont été une sorte de compétition silencieuse entre Andrés et moi. Il l'invitait à sortir avec le groupe, s'assurant toujours de s'asseoir à côté d'elle ou de la faire rire avec ses blagues. Moi, en revanche, je cherchais des moments plus calmes pour entrer en contact avec elle, comme l'aider pour un projet universitaire ou aller prendre un café avec elle. Fernanda semblait apprécier l'attention des deux, mais elle n'a jamais clairement indiqué si elle ressentait quelque chose pour l'un ou l'autre. C'était comme si elle nous mettait à l'épreuve, attendant de voir qui gagnerait. Finalement, ce fut moi. Un soir, après une fête, je l'ai raccompagnée chez elle. Nous avons marché sous la pluie, partageant un parapluie qui nous couvrait à peine. Quand nous sommes arrivés à sa porte, elle m'a regardé d'une manière qui a fait s'arrêter le monde. « Tu es différent, Sébastien », a-t-elle dit. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais avec toi, je me sens en sécurité. Nous nous sommes embrassés ce soir-là et, à partir de ce moment, nous étions inséparables. Andrés ne l'a pas bien pris. Quand il a appris que Fernanda et moi étions en couple, il s'est replié sur lui-même, a cessé de sortir avec nous, a recommencé à sécher les cours. Et bientôt, j'ai appris, par des rumeurs, qu'il était retourné au jeu. Mais cette fois, ce n'était pas seulement le poker, il achetait aussi des billets de loterie, convaincu qu'un jour la chance serait de son côté. J'ai essayé de lui parler, mais il m'interrompait toujours avec un rire amer. « Tu gagnes, Seba, tu gagnes toujours », disait-il avant de changer de sujet. Pendant qu'Andrés sombrait à nouveau, ma vie avec Fernanda s'épanouissait. Nous avons emménagé ensemble après l'obtention de notre diplôme et, peu de temps après, je l'ai demandé en mariage sur une plage au coucher du soleil. Elle a dit oui les larmes aux yeux et, pendant un instant, j'ai eu l'impression que tout dans ma vie avait un sens. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple, entourée d'amis et de famille. Andrés n'est pas venu, même si je lui avais donné une invitation. Il a inventé une excuse bidon, disant qu'il ne pouvait pas. Je pensais qu'avec le temps, les choses entre nous s'amélioreraient. Mais ensuite, à ma grande surprise, un an après le mariage, Andrés s'est présenté chez nous au volant d'une BMW rutilante. Son sourire était différent, plus arrogant. « J'ai gagné à la loterie », a-t-il dit avec un sourire moqueur. Et puis, tout a changé. Cet après-midi-là, quand il est entré dans notre maison avec ce sourire victorieux, j'ai su que quelque chose de mauvais allait arriver. Ce n'était pas seulement l'argent, ni la voiture, ni la façon dont il se pavanait comme s'il possédait le monde. C'était la façon dont il regardait Fernanda, ma femme, comme si elle était un trophée qu'il était venu réclamer. « Tu as gagné à la loterie ?» Sérieusement, ai-je demandé, en essayant de rester calme. J'étais debout dans le salon de notre maison, un modeste appartement que Fernanda et moi avions décoré avec effort. Les murs portaient des photos de notre mariage, de nos vacances, des jours où tout semblait parfait. Andrés s'est affalé sur le canapé, les jambes écartées, comme s'il était chez lui. Oui, Seba, des millions de dollars, net. Tu imagines? Tout ce dont j'ai rêvé, je l'ai maintenant, a-t-il dit en sortant une liasse de billets de la poche de sa veste et en les jetant en l'air comme s'il s'agissait de confettis. Fernanda, qui était à côté de moi, a laissé échapper un petit hoquet de surprise et ses yeux se sont illuminés. Ce n'était pas de la cupidité, ou du moins c'est ce que je voulais croire à ce moment-là. C'était plutôt un mélange d'étonnement et d'envie, comme si elle voyait soudain en Andrés tout ce que notre vie ensemble ne pouvait pas lui offrir.
Et comment as-tu gagné? Un billet de loterie, ai-je demandé, toujours incrédule. Andrés avait toujours été un rêveur, mais aussi un perdant dans tout ce qui touchait au jeu. C'est pourquoi l'idée qu'il ait réellement gagné quelque chose d'aussi gros me paraissait impossible. Un billet que j'ai acheté au coin de la rue, mon frère. La chance m'a enfin souri, a-t-il dit en faisant un clin d'œil à Fernanda. Elle a ri, et ce rire m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Ce n'était pas le rire que nous partagions quand nous regardions un film ensemble ou quand nous faisions des projets pour l'avenir. C'était un rire nerveux, presque aguicheur, comme si elle voulait impressionner Andrés. J'ai essayé de changer de sujet, lui demandant ce qu'il comptait faire de l'argent, s'il allait l'investir, acheter une maison ou peut-être aider nos parents, qui travaillaient toujours dur pour subvenir à leurs besoins. Mais Andrés ne m'a pas laissé finir. Il s'est levé, s'est approché de Fernanda et, d'une voix répétée, a dit « Je suis venu récupérer ce qui m'appartient ». Le silence qui a suivi était si lourd que j'ai senti l'air s'épaissir. Fernanda l'a regardé, confuse, mais n'a rien dit. Je me suis avancé, me plaçant entre eux. « De quoi parles-tu, Andrés ?» Ma voix est sortie plus dure que prévu, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Il y avait quelque chose dans son ton, dans son regard, qui me disait que ce n'était pas une blague. « Détends-toi, Seba », a-t-il dit en levant les mains comme pour me calmer. Je dis juste que maintenant que j'ai de l'argent, je peux offrir à Fernanda la vie qu'elle mérite, voyage, luxe, tout ce qu'elle a toujours voulu. Pas comme ça. Il a fait une pause et a regardé notre appartement. Cette pauvre vie que tu lui offres. J'ai senti le sang me monter à la tête. Je voulais lui sauter dessus, effacer ce sourire arrogant de son visage. Mais Fernanda a posé une main sur mon bras. « Sébastien » a-t-elle dit d'un ton que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas la voix de ma femme, la femme qui avait juré de m'aimer pour toujours. C'était la voix de quelqu'un qui doutait, de quelqu'un qui n'était plus sûr d'être avec moi. « Andrés, ce n'est pas bien » a-t-elle dit, mais elle ne semblait pas convaincue. Ses yeux étaient toujours fixés sur lui, sur ses vêtements chers, sur la montre brillante qu'il portait au poignet. Et puis, Andrés a sorti une carte de sa poche et la lui a donnée. « C'est mon numéro, pense Y, Fernanda. Un voyage à Las Vegas, tous frais payés, hôtel de luxe, dîner dans des restaurants que tu ne peux même pas imaginer. Appelle-moi quand tu seras prête. » Il est parti sans dire un mot de plus, me laissant avec un nœud à l'estomac et une femme qui ne me regardait pas dans les yeux. Ce soir-là, j'ai essayé de parler à Fernanda, de lui demander ce qu'elle pensait, de lui assurer que notre amour valait plus que n'importe quelle somme d'argent. Mais elle était distante, comme si son esprit était ailleurs. « Ce n'est rien, Sébastien » a-t-elle dit en se mettant au lit et en me tournant le dos. Mais je savais que ce n'était pas rien. C'était le début de la fin. Les jours suivants ont été un enfer. Fernanda a commencé à changer. Soudain, tout ce qui lui avait semblé suffisant auparavant était maintenant source de plaintes. Si je rentrais fatigué du travail, elle me reprochait de ne pas avoir d'argent pour sortir dans un restaurant cher. Si je suggérais une soirée tranquille à la maison, elle me disait qu'elle s'ennuyait de la même routine. Et toujours, elle évoquait Andrés dans la conversation. « Savais-tu qu'Andrés a séjourné dans un hôtel 5 étoiles la semaine dernière » disait-elle comme si c'était un commentaire anodin. « Oh, Andrés dit qu'à Las Vegas, on peut gagner des millions en une nuit si on sait jouer. » Chaque mot était comme un coup de poignard. Mais le pire, c'était la façon dont elle le disait, comme si j'étais moins homme de ne pas pouvoir lui donner ça. J'ai essayé d'ignorer, de me concentrer sur mon travail, sur les projets que nous avions de fonder une famille. Mais les disputes sont devenues plus fréquentes, plus cruelles. Une nuit, après une dispute particulièrement violente, je l'ai entendu parler au téléphone dans la cuisine. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'approcher et d'écouter. « Oui, Andrés, je suis sûr, je veux y aller avec toi. » Mon cœur s'est arrêté. Quand elle a raccroché, je suis entré dans la cuisine et l'ai confrontée. « Tu vas partir avec lui ?» ai-je demandé, la voix tremblante de rage et de douleur. Fernanda m'a regardé et, pendant une seconde, j'ai vu une lueur de culpabilité dans ses yeux. Mais ensuite, elle a levé le menton et a dit « Oui, je pars. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, Sébastien. Je veux plus, je mérite plus. » J'ai essayé de la raisonner, de lui rappeler tout ce que nous avions traversé ensemble, les vœux que nous avions prononcés à notre mariage. Mais elle avait pris sa décision. « Si tu pars, c'est fini. Nous divorçons, ai-je dit,
espérant que ces mots la feraient reconsidérer. Mais Fernanda a juste hoché la tête, comme si elle l'avait déjà accepté. « Fais ce que tu veux, Sébastien, a-t-elle dit, et a commencé à faire ses valises. Le lendemain, Andrés est revenu. Il est arrivé dans sa BMW, avec le même sourire arrogant qu'il avait montré la première fois. Il est sorti de la voiture, a aidé Fernanda à charger ses sacs et, au moment de partir, ils se sont tournés vers moi. J'étais debout à la porte de notre maison, les poings serrés, essayant de ne pas craquer. « Tu ne pars pas parce que tu n'as pas d'argent pour payer, pauvre chose, a dit Andrés en éclatant de rire. Fernanda a ri aussi, bien que son rire soit plus nerveux, comme si elle voulait se convaincre qu'elle faisait ce qu'il fallait. Pauvre Sébastien, toujours si responsable, si ennuyeux, a-t-elle ajouté, et ses mots m'ont transpercé comme un couteau. Les jours suivants ont été les plus sombres de ma vie. La maison semblait vide sans Fernanda. Chaque coin me rappelait elle, le canapé où nous regardions des films, la cuisine où nous préparions le petit déjeuner le week-end, le lit où nous parlions jusqu'à ce que nous nous endormions. Mais plus que de la tristesse, je ressentais de la rage. Rage contre Fernanda pour m'avoir trahi, contre Andrés pour avoir profité de son ambition et contre moi-même pour ne pas avoir vu les signes plus tôt. J'ai essayé de m'occuper, je me levais tôt, j'allais au travail et je restais tard à réviser des documents que je n'avais pas besoin de réviser. Quand je rentrais chez moi, je mettais de la musique forte pour éviter de penser. Mais peu importe mes efforts, les images de Fernanda et Andrés ensemble, se moquant de moi, continuaient d'apparaître dans ma tête. Je me demandais ce qu'ils feraient à Las Vegas, si elle serait heureuse, si elle penserait un jour à moi. Et puis, 5 jours après leur départ, mon téléphone a sonné. C'était Fernanda. Son nom sur l'écran m'a fait hésiter. Une partie de moi voulait ignorer l'appel, mais une autre partie, celle qui ressentait encore quelque chose pour elle malgré tout, m'a forcé à répondre. « Sébastien, a-t-elle dit, la voix brisée comme si elle avait pleuré, j'ai besoin de ton aide. » Andrés. Andrés a un grave problème. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, bien que ce ne soit pas un rire de joie. C'était un rire amer, chargé de toute la douleur que j'avais accumulée ces jours-là. Qu'est-il arrivé, Fernanda? Ta vie de luxe ne s'est pas déroulée comme prévu, ai-je dit avec plus de venin que je ne le voulais. Elle sanglotait à l'autre bout du fil. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Andrés est hors de contrôle. Il joue tout l'argent dans les casinos. La nuit dernière, il a perdu des millions à une seule table. J'ai essayé de l'arrêter, et il m'a giflé. Il m'a dit de partir, de ne pas le déranger. Je suis seul, Sébastien, je ne sais pas quoi faire. Pendant un instant, je suis resté silencieux, traitant ses paroles. Une partie de moi avait pitié d'elle, mais une autre partie, celle qui saignait encore de sa trahison, se réjouissait. Et que veux-tu que je fasse, Fernanda? Tu as choisi de partir avec lui, tu t'es moqué de moi, tu m'as traité de pauvre, tu m'as quitté comme si je ne valais rien. Maintenant, tu t'attends à ce que je te sauve. Je suis désolé, Sébastien, a-t-elle dit entre deux sanglots. J'ai été stupide, je ne savais pas ce que je faisais, s'il te plaît, aide-moi. Mais sa voix, bien qu'elle semble sincère, ne pouvait pas effacer ce qu'elle avait fait. J'ai raccroché le téléphone sans dire un mot de plus. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une étincelle de satisfaction. Ce n'était pas du bonheur, pas encore. C'était le début de quelque chose de différent, la certitude qu'il payait pour ce qu'il m'avait fait. Les 2 jours suivants furent étrangement calmes. Je me concentrais sur ma routine, me lever tôt, aller au travail, vérifier mes courriels, assister à des réunions. Mes collègues remarquèrent que j'étais plus silencieux que d'habitude, mais personne ne posa de questions. Je suppose que mon visage en disait assez. À la maison, j'évitais de regarder les photos de Fernanda qui étaient encore accrochées au mur. Je ne les avais pas enlevées, non pas parce que je voulais m'accrocher à elle, mais parce que je n'avais pas encore l'énergie d'affronter ces souvenirs. Mais chaque nuit, avant de m'endormir, je me répétais la même chose, Sébastien, tu vaux mieux que ça. Non. Puis, exactement 7 jours après le départ de Fernanda et Andrés pour Las Vegas, mon téléphone sonna de nouveau. C'était elle, encore. Cette fois, je n'hésitais pas à répondre. Non pas parce que je voulais l'aider, mais parce que je voulais entendre jusqu'où elle était tombée. Sébastien, s'il te plaît, ne me raccroche pas au nez, dit-elle immédiatement, la voix tremblante. Je suis désespéré, je n'ai rien, pas un sou. Andrés.
Andrés a tout perdu. Je ne pus m'empêcher de laisser échapper un rire sec. Tout? Qu'est-il arrivé aux millions, Fernanda? N'allais-tu pas vivre comme une reine? Mon ton était cruel, je le savais, mais je m'en fichais. Elle s'était attirée ça toute seule. Entre deux sanglots, Fernanda me raconta l'histoire. Après la première nuit où Andrés perdit plus d'1 million de dollars à une table de poker, il ne s'arrêta plus. C'était comme si quelque chose s'était enflammé en lui, une fièvre qui le consumait. Chaque fois qu'il perdait, il doublait sa mise, convaincu que la main suivante le sauverait. Fernanda essaya de le raisonner, mais il l'ignora ou l'insulta. La deuxième nuit, quand elle lui cria d'arrêter, il la poussa contre un mur et lui dit qu'elle n'était rien de plus qu'une opportuniste qui était montée dans sa voiture pour l'argent. Il m'a dit des choses horribles, Sébastien, dit-elle, la voix brisée. Et puis hier, il a parié la dernière chose qui lui restait, même la voiture. Il a tout perdu. Maintenant, il est dans la rue, ivre, dormant dans un coin comme un clochard. Pendant un instant, j'imaginais Andrés, celui-là même qui s'était moqué de moi, allongé sur un trottoir de Las Vegas avec des vêtements sales et des yeux vides. Et je ne ressentis pas de pitié. Je ressentis de la justice. « Et où es-tu » demandai-je, plus par curiosité que par inquiétude. « Dans la rue » répondit-elle. « Je n'ai pas d'argent pour un billet de retour, je n'ai rien, s'il te plaît, Sébastien, aide-moi à rentrer. Je te jure que je suis désolé, que j'ai été stupide, que je veux revenir vers toi. Nous pouvons arranger ça, nous pouvons être comme avant. » Ces mots, nous pouvons être comme avant, me donnèrent la nausée. Comme avant? Avant qu'elle ne me trahisse? Avant qu'elle ne se moque de moi? Avant qu'elle ne choisisse mon frère pour une poignée de billets? J'éclatai de rire, un rire fort et sincère qui me surprit même moi. Revenir vers toi, Fernanda? Tu as tout détruit. Tu es parti avec lui, tu t'es moqué de moi, tu m'as traité de pauvre. Et maintenant tu veux que je te sorte du pétrin que tu as créé toi-même? Non, Fernanda. Reste à Las Vegas, reste avec ta décision. Sébastien, s'il te plaît, supplia-t-elle, mais sa voix n'avait plus le pouvoir qu'elle avait autrefois. Elle paraissait pathétique, comme quelqu'un qui avait perdu toute dignité. Je n'ai personne d'autre. Mes parents ne peuvent pas m'aider, mes amis ne savent rien de tout ça, tu es mon seul espoir. Alors trouve un autre espoir, dis-je, et je raccrochai. J'éteignis le téléphone, le jetai sur le canapé et fixai le plafond. Pour la première fois depuis des semaines, je ressentis un calme absolu. Ce n'était pas seulement que Fernanda payait pour sa trahison, ou qu'Andrés était tombé dans le même trou dont je pensais qu'il s'était échappé. C'était que moi, Sébastien, je choisissais de ne pas être leur sauveur. Je me choisissais moi-même. Les jours suivants furent un tourbillon. Je contactai un ami avocat, Mauricio, et lui demandai de commencer à préparer les papiers du divorce. Je ne voulais pas prolonger cela plus longtemps que nécessaire. Je voulais couper tous les liens avec Fernanda, effacer son nom de ma vie comme si elle n'avait jamais existé. Mauricio m'avertit que le processus pourrait prendre du temps, surtout si Fernanda décidait de se battre. Mais j'étais déterminé. Elle ne se battra pas, dis-je. Elle n'a rien avec quoi se battre. Pendant ce temps, j'essayais de reconstruire ma routine. Je commençais à sortir à nouveau avec des amis, bien qu'au début je me sente mal à l'aise. Ils savaient ce qui s'était passé, ou du moins une version résumée, et essayaient de me remonter le moral avec des blagues ou des invitations dans des bars. Petit à petit, je commençais à apprécier ces soirées, à rire vraiment, à sentir que la vie continuait, même sans Fernanda. Puis, une semaine après le dernier appel, la sonnette de mon appartement retentit. C'était un samedi matin, et je prenais un café, vérifiant quelques courriels sur mon ordinateur portable. Je pensais que c'était le voisin, ou peut-être un livreur. Mais quand j'ouvris la porte, elle était là. Fernanda était plus mince, avec des cernes sous les yeux et les cheveux en désordre. Elle portait une vieille valise et ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré tout le trajet depuis l'aéroport. « Sébastien, dit-elle, la voix tremblante, s'il te plaît, laisse-moi entrer, j'ai besoin de te parler. » J'essayai de fermer la porte, mais elle mit sa main dans l'encadrement, désespérée. « Non, s'il te plaît, écoute-moi, je suis désolé, je suis tellement désolé, j'ai été une idiote, une imbécile, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je te jure que j'ai appris ma leçon, je veux revenir vers toi, je veux arranger ça. » Je la regardai, et pendant une seconde, je revis la Fernanda d'avant,
celle qui me faisait rire, celle qui me serrait dans ses bras les nuits froides, celle qui rêvait avec moi. Mais cette Fernanda n'existait plus. La femme en face de moi était une étrangère, quelqu'un qui avait choisi l'argent plutôt que l'amour, la trahison plutôt que la loyauté. Il n'y a rien à arranger, dis-je avec un calme qui me surprit. Tu as pris ta décision, et j'ai pris la mienne. Pas, Fernanda. Elle s'agenouilla là, dans le couloir de mon immeuble. S'il te plaît, Sébastien, ne me laisse pas comme ça, je t'aime, je t'ai toujours aimé, j'étais faible, mais je peux changer, donne-moi une chance. Des larmes coulaient sur son visage, et sa voix était une plainte qui aurait probablement brisé le cœur de n'importe qui. Mais pas le mien. Pas après tout. Je ne t'aime pas, Fernanda, dis-je, et ces mots sortirent avec une clarté qui me libéra. Je ne veux plus jamais te revoir. Les papiers du divorce arriveront bientôt. Maintenant, va-t'en. Je fermai la porte, et bien que j'entende ses sanglots de l'autre côté, je ne me sentis pas coupable. Je ressentis du soulagement. Quand elle partit enfin, je m'assis sur le canapé et pris une profonde inspiration. C'était comme si j'avais fermé un chapitre de ma vie, un chapitre qui avait été douloureux mais nécessaire. La même semaine, Mauricio appela pour me dire que les papiers du divorce étaient prêts. Fernanda ne fit aucune résistance, elle signa tout sans se battre, probablement parce qu'elle n'avait ni l'énergie ni les ressources pour le faire. Quand je reçus la confirmation que le divorce était officiel, je ne ressentis pas de tristesse, ni même de colère. Je ressentis de la liberté. Je n'entendis pas beaucoup parler d'Andrés après ça. Un ami commun me dit qu'il était revenu en ville, mais pas en BMW, mais en bus interurbain, avec un vieux sac à dos et les vêtements qu'il portait. Il avait tout perdu à Las Vegas, non seulement l'argent, mais aussi sa fierté. Il essaya de me contacter une fois, m'envoyant un message qui disait « Seba, je suis désolé, j'ai été un idiot, parlons ». Mais je ne répondis pas. Non pas parce que je le haïssais, bien qu'une partie de moi le fasse encore, mais parce que je ne voulais plus porter son chaos. Andrés avait choisi son chemin, tout comme Fernanda, et je n'étais pas responsable de les sauver. Les mois suivants furent une renaissance. Je déménageai dans un nouvel appartement, plus petit, mais plein de lumière. Je commençais à sortir davantage, à voyager avec des amis, à profiter des choses simples de la vie, une promenade dans le parc, une bière dans un bar avec de la musique live. Petit à petit, les blessures guérirent. Je n'oubliais pas ce qui s'était passé, mais j'arrêtais de le laisser me définir. En y repensant, je ne changerais rien, la douleur, la trahison, la rage, tout m'a conduit à ce moment, à cette version de moi-même qui est plus forte, plus sage, plus libre. Fernanda et Andrés pensaient qu'ils pouvaient se moquer de moi, qu'ils pouvaient me laisser derrière parce que je n'avais pas d'argent, parce que j'étais ennuyeux. Mais au final, ce sont eux qui sont tombés, et c'est moi qui ai avancé. Et ça, plus que n'importe quelle loterie, c'est ma victoire. Abonnez-vous pour plus d'histoires quotidiennes.